Une équipe d'astronomes vient peut-être de répondre à la plus ancienne question que l'humanité se soit jamais posée. Ils viennent peut-être de prouver que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Les données étaient réelles. Cet instrument était le télescope le plus puissant jamais construit. La molécule qu'ils ont détectée était produite sur Terre presque exclusivement par les êtres vivants. Et 6 mois après l'annonce, personne ne s'accorde encore sur le fait de savoir s'il s'agit de la première preuve de vie extraterrestre ou de l'une des erreurs les plus lourdes de conséquences de l'histoire des sciences. Commençons. La planète s'appelle K218b. Sa masse est approximativement 8 fois et demi celle de la Terre et son rayon environ 2 fois et demi. Elle orbite autour d'une petite étoile naine rouge froide désignée K2-18, située à environ 120 années-lumière de nous, en direction de la constellation du Lion. Cette étoile est beaucoup plus petite et moins brillante que notre Soleil, mais K218b orbite suffisamment près pour se situer dans ce que les astronomes appellent la zone habitable de cette étoile. La bande étroite de distance orbitale, où les températures à la surface d'une planète pourrait permettre l'existence d'eau liquide. La planète effectue une orbite complète autour de son étoile en seulement 33 jours. Depuis la surface de K218b, si surface il y a, l'étoile dominerait le ciel comme un disque rouge foncé, beaucoup plus grand que le Soleil n'apparaît depuis la Terre. La lumière serait perpétuelle d'un côté de la planète. K218b ne tourne peut-être pas comme notre planète. Il se peut qu'un visage soit tourné en permanence vers l'étoile et qu'un autre soit à jamais plongé dans les ténèbres. Nous ignorons avec certitude l'état de sa surface. Nous ne l'avons jamais photographié directement. Tout ce que nous savons sur K218b a été déduit de la façon dont la lumière de l'étoile K218 change lorsque la planète passe devant elle. La technique qui a permis d'obtenir ces connaissances est appelée spectroscopie de transit. Lorsqu'une planète traverse le disque de son étoile depuis notre point de vue, une petite fraction de la lumière de cette étoile traverse l'atmosphère de la planète avant de nous parvenir. Les molécules présentes dans cette atmosphère absorbent des longueurs d'onde spécifiques de la lumière. Chaque molécule possède sa propre signature d'absorption, telle une empreinte digitale chimique suffisamment unique pour que 2 molécules ne puissent être confondues entre elles lorsque la mesure est suffisamment précise. En comparant le spectre de l'étoile pendant le transit au spectre de l'étoile seule, les astronomes peuvent identifier, avec une précision extraordinaire, les molécules présentes dans l'atmosphère d'une planète lointaine. Cette technique a été utilisée avec succès pour la première fois en 2001. Depuis, elle est devenue la méthode standard pour l'étude des atmosphères des exoplanètes. Et dans les années qui suivirent sa première application, aucune planète ne bénéficia davantage de cette technique que K218b. En 2019, 2 équipes indépendantes utilisant le télescope spatial Hubble ont rapporté avoir détecté de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de K218b. C'était la première fois que la présence de vapeur d'eau était confirmée dans l'atmosphère d'une planète située dans la zone habitable de son étoile. Cette découverte a fait la une des journaux du monde entier. Les chercheurs ont toutefois précisé que la présence de vapeur d'eau à elle seule ne prouvait pas que la planète était habitable, mais que l'implication était claire. Une planète au bon endroit. Une planète avec de l'eau, une planète potentiellement capable d'abriter la vie. K218b était devenu le candidat le plus prometteur que les astronomes du monde aient identifié en dehors de notre système solaire. Puis, 3 ans plus tard, un instrument bien plus puissant que Hubble a commencé à effectuer ses premières observations. Le télescope spatial James Webb a entamé ses opérations scientifiques complètes au milieu de l'année 2022. Son miroir primaire, de 6,5 mètres de diamètre, collecte plus de 6 fois la lumière que peut collecter le miroir de Hubble. Sa sensibilité infrarouge est sans précédent. Ses capacités en matière de spectroscopie de transit sont d'une toute autre envergure que tout ce qui l'a précédé. Parmi les premières cibles sélectionnées pour la caractérisation atmosphérique figurait K218b. L'équipe en charge des observations était basée à l'université de Cambridge et dirigée par un astronome nommé Niku Madhu-Sudhan. L'équipe avait passé des années à développer un cadre théorique pour une classe hypothétique de planètes qu'ils appelaient les mondes Heen. Ce mot combinait les éléments chimiques qui les définissaient, l'hydrogène et l'océan.
L'hypothèse décrivait un type particulier de monde qui pourrait exister dans la zone habitable d'une étoile froide, plus grande que la Terre, plus petite que Neptune, avec une atmosphère épaisse dominée par l'hydrogène et l'hélium, et un océan planétaire d'eau liquide sous cette atmosphère. Si de tels mondes existaient, ils figureraient parmi les endroits les plus prometteurs de la galaxie pour rechercher la vie extraterrestre. Ils auraient de l'eau liquide, elles auraient des températures stables, ils posséderaient la chimie nécessaire à la vie telle que nous la comprenons. Le problème en 2022 était que personne n'avait jamais confirmé l'existence d'un monde supérieur. Elle n'avait été prédite que sur le papier. K18b correspondait au profil prédit. C'était la bonne taille. Elle orbitait autour du type d'étoile adéquat. Elle se situait dans la zone habitable. L'équipe de Cambridge a pointé le JWST vers le système début 2023, a capturé des spectres lors de plusieurs transits et a analysé les données résultantes. Les résultats ont été publiés en septembre de la même année et ils étaient extraordinaires. Le JWST avait détecté avec une grande certitude statistique les signatures indubitables du méthane et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de K218b. Les abondances relatives de ces deux molécules correspondaient précisément aux prédictions du modèle du monde de Heian. Plus important encore, l'équipe n'a pas détecté d'ammoniac. L'absence d'ammoniac était également prédite par le modèle de Heian, car, dans une atmosphère riche en hydrogène au-dessus d'un océan d'eau, on s'attendrait à ce que l'ammoniac se dissolve dans l'océan plutôt que de rester dans l'atmosphère. La chimie se déroulait exactement comme la théorie le prévoyait. Le premier véritable monde IN semblait avoir été identifié, mais au sein de ces mêmes observations se cachait autre chose, quelque chose que l'équipe a décrit dans l'article comme étant provisoire. Les données ont révélé une faible trace d'une troisième molécule, le sulfure de diméthyle. La signification statistique de cette détection était faible, environ 1 à 2 écarts types au-dessus du seuil d'identification fiable, selon la méthode d'analyse utilisée. Selon les normes rigoureuses de la détection astronomique, ce niveau de confiance n'est pas suffisant pour revendiquer une découverte, mais cela suffisait pour être mentionné dans l'article. Et la raison pour laquelle il a suffi de le mentionner est la raison même pour laquelle cette histoire a de l'importance. Le sulfure de diméthyle présent sur Terre n'est pas produit par la géologie, il n'est pas produit par les volcans, elle n'est pas produite par la foudre, les radiations ou tout autre processus chimique standard qui opère dans les atmosphères planétaires de notre planète. Sur Terre, le sulfure de diméthyle est produit presque exclusivement par la vie, plus précisément par le phytoplancton marin, par certaines bactéries océaniques et par un petit nombre d'autres organismes dont le métabolisme produit ce composé soufré particulier comme sous-produit de la survie. Ce composé est si étroitement associé à la biologie qu'il est considéré dans le domaine de l'astrobiologie comme l'un des gaz biosignatures candidats les plus prometteurs. Si vous détectez du sulfure de diméthyle dans l'atmosphère d'une planète et que vous le trouvez en quantité suffisante, l'explication la plus simple et la plus naturelle est qu'il a été produit par un être vivant. La détection préliminaire dans l'atmosphère de K218b n'a rien prouvé en 2023. Madhusudan et son équipe l'ont clairement indiqué. Ils ont mis en garde le public. Ils ont mis en garde leurs collègues. Ils ont mis en garde tous ceux qui voulaient bien les écouter. Le signal était faible. Des observations supplémentaires étaient nécessaires. Cette détection pourrait disparaître lors d'un examen plus approfondi, mais ce n'est pas certain. Et si cela se confirmait, la conclusion était inévitable. La vie sur un autre monde. Pendant 18 mois, le monde a attendu. L'équipe de Cambridge a obtenu du temps d'observation supplémentaire sur le JWST. Ils ont pointé un instrument différent vers K218b, le spectrographe infrarouge moyen appelé MIRI, qui peut détecter des longueurs d'onde de lumière différentes de celles des précédents instruments infrarouges proches. Ils ont capturé de nouveaux transits. Ils ont réduit les données. Ils ont effectué leur analyse. Et en avril 2025, ils ont publié ce qui pourrait bien être l'un des articles scientifiques les plus soigneusement rédigés de l'ère moderne. Le principal résultat était le suivant. Les observations infrarouges moyennes de l'atmosphère de K218b ont montré des caractéristiques spectrales compatibles avec le sulfure de diméthyle ou avec le diulfure de diméthyle, un composé soufré étroitement apparenté, ou plus probablement avec les deux.
La signification statistique avait considérablement augmenté par rapport à la détection initiale provisoire. La nouvelle mesure a atteint ce que les astronomes appellent un niveau de confiance de 3 sigma. Ce n'est pas la norme de référence des 5 sigma, qui est le seuil généralement utilisé pour revendiquer une découverte en physique. Mais 3 sigma est bien au-dessus du niveau requis pour prendre un signal au sérieux. C'est le niveau auquel une communauté scientifique commence à agir comme si quelque chose de réel avait été découvert, même en attendant une confirmation supplémentaire. L'équipe de Cambridge n'a pas affirmé dans son article avoir détecté de vie sur K218b. Ce qu'ils affirmaient était quelque chose de plus mesuré, et à certains égards plus puissant. Ils ont affirmé que l'explication scientifique la plus simple des caractéristiques spectrales qu'ils avaient mesurées était la présence de sulfure de diméthyle. Et l'explication la plus simple de la présence de sulfure de diméthyle, compte tenu de tout ce que l'on savait sur la formation de cette molécule, était d'ordre biologique. Relisez cette phrase lentement. Ils avaient détecté une molécule dont l'explication la plus simple, compte tenu des connaissances actuelles, était celle d'une vie extraterrestre. La conférence de presse qui a suivi la publication a été suivie par des millions de personnes. Niku Madhusoodan s'exprima avec soin et choisit ses mots avec une précision extraordinaire. Il a souligné à maintes reprises que cette détection ne constituait pas une preuve, qu'il fallait écarter d'autres explications et que des observations supplémentaires étaient nécessaires. Mais la portée de ces propos était claire, et les journalistes du monde entier l'ont clairement exprimé dans leurs titres. Le télescope spatial JWST a peut-être détecté la signature chimique de la vie sur une planète située à 120 années-lumière de la Terre. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons peut-être observé, au sens scientifique littéral du terme, des preuves de l'existence d'une vie extraterrestre. L'information a été relayée par tous les grands médias de la planète. En moins de 24 heures, K218b était devenu un nom familier. En l'espace d'une semaine, des articles spéculant sur ce à quoi pourrait ressembler la vie sur une planète de Eisen paraissaient dans des publications qui n'avaient jamais auparavant écrit sur la chimie atmosphérique des exoplanètes. Le monde avait été informé par un article scientifique, évalué par des pairs et provenant de l'une des universités les plus respectées au monde, que l'explication la plus simple de ce que le JWST avait observé était la vie. La suite de cette histoire est une partie que presque personne en dehors du milieu scientifique n'a entendue, et elle est à bien des égards plus importante que la découverte initiale. Quelques semaines après l'annonce, des équipes indépendantes d'astronomes ont commencé à réanalyser les mêmes données du JWST en utilisant leurs propres méthodes, leur propre chaîne de traitement des données et leur propre cadre statistique. En quelques mois, la situation avait commencé à évoluer. En 6 mois, la certitude qui entourait l'annonce d'avril s'était effondrée. Fin 2025, plusieurs articles évalués par des pairs ont conclu que les preuves de la présence de sulfure de diméthyle dans l'atmosphère de K218b ne répondaient en fait pas aux normes requises pour affirmer une détection. Le signal n'avait pas été démenti, mais il n'avait pas été confirmé non plus. Elle était devenue contestée au sens le plus profond du terme. Différents groupes, analysant les mêmes données, arrivaient à des conclusions différentes. Et la question de savoir si la détection la plus importante de l'histoire de l'humanité était réelle ou imaginaire était soudainement devenue l'une des questions les plus activement débattues en astrophysique moderne. Pour comprendre comment un signal qui semblait solide en avril a pu devenir douteux en septembre, il faut examiner très attentivement ce qu'est réellement le sulfure de diméthyle, comment il est détecté à une distance de 120 années-lumière et pourquoi la nature même de la façon dont le JWST enregistre la lumière, provenant de mondes lointains, permet à toute une communauté scientifique d'être en désaccord sur la question de savoir si elle observe une preuve de vie ou une preuve de rien du tout. Nous devons aussi comprendre autre chose, quelque chose qui a émergé exactement au cours des mêmes mois où se déroulait le débat sur le K218b. Un élément qui remettait en cause le postulat fondamental sous-jacent à l'ensemble de l'affirmation. L'hypothèse selon laquelle le sulfure de diméthyle serait en premier lieu une signature fiable de la biologie. Car fin 2024, une équipe de chercheurs européens étudiant un objet gelé qui venait de visiter le système solaire interne
a annoncé avoir détecté du sulfure de diméthyle dans un endroit où aucune forme de vie n'avait jamais existé. Et ce que cette détection a signifié pour K218b est la question qui a complètement remodelé cette histoire. Avant d'aller plus loin, si vous avez la gentillesse, un petit j'aime et un clic sur s'abonner, me ferait énormément plaisir. C'est un petit geste, mais je le tiens avec une profonde gratitude, car chaque parcelle de votre soutien maintient ce minuscule univers en vie. En octobre 2024, 6 mois avant la publication de l'article de Madhusudan sur l'infrarouge moyen, une équipe de scientifiques européens dirigée par Nora Hani, de l'université de Burns, a publié une découverte qui, à l'époque, a suscité relativement peu d'attention en dehors des cercles de spécialistes. En travaillant avec des données archivées de la mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne, qui avait passé 2 ans en orbite autour de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko avant de mettre fin à sa mission en 2016 en s'écrasant délibérément sur la surface de la comète. Yi et ses collègues avaient identifié dans les composés chimiques dégagés par cette comète la signature spectrale du sulfure de diméthyle. La portée de cette découverte n'était pas immédiatement évidente pour la plupart des lecteurs. Mais pour tous ceux qui étudient les signatures biologiques pour gagner leur vie, ce fut un coup dur porté au fondement de tout un domaine. Jusqu'alors, le sulfure de diméthyle était considéré comme un gaz signature biologique précisément parce qu'aucune source abiotique n'avait jamais été identifiée, ni sur Terre ni dans l'espace. Chaque voie de production connue impliquait la vie. C'est ce qui fondait son statut. C'est pourquoi sa détection sur K218b avait été considérée dès le départ comme scientifiquement significative. Les comètes, en revanche, sont mortes. Ce sont les vestiges gelés du système solaire primitif, accumulés et préservés dans l'obscurité extérieure pendant 4 milliards d'années. Elles contiennent des molécules organiques en abondance. Mais ces molécules se forment par des processus qui n'ont rien à voir avec la biologie. Elles sont le résultat des radiations, de la pression, de la lente chimie de la glace froide, sombre et inerte, agissant sur des composés plus simples sur des échelles de temps géologiques. Si le sulfure de diméthyle pouvait se former à l'intérieur d'une comète, alors il pourrait se former sans vie. Et si elle pouvait se former sans vie, alors sa présence dans l'atmosphère d'une planète ne constituait plus une preuve de quoi que ce soit de biologique. C'est devenu une observation chimique qui pouvait s'expliquer chimiquement sans qu'aucun organisme vivant soit nécessaire pour la produire. 3 mois plus tard, la situation s'est aggravée. En janvier 2025, une équipe dirigée par Victor Riviera et Miguel Sannovo du Centro de Astrobiología de Madrid a signalé une deuxième détection. Ils avaient découvert du sulfure de diméthyle non pas dans une comète, mais dans l'espace interstellaire lui-même, plus précisément dans un nuage moléculaire froid de la constellation du Sagittaire, une immense région de poussière et de gaz où naissent encore de nouvelles étoiles. La molécule était présente à des concentrations détectables dans un environnement si froid et si vide qu'aucune forme de vie ne pouvait y survivre. Quel que soit le processus produisant du sulfure de diméthyle dans l'espace interstellaire, il devait être purement chimique, et tout processus le produisant dans l'espace interstellaire pourrait également être capable de le produire dans les conditions appropriées de l'atmosphère d'une planète. 2 découvertes, l'une provenant d'une comète, l'autre d'un nuage géant dans l'espace interstellaire, toutes 2 publiées à quelques mois d'intervalle, remettant discrètement en question l'hypothèse qui avait conféré au sulfure de diméthyle son caractère particulier. La molécule n'était finalement pas une signature unique de la vie. Il s'agissait d'une molécule que la vie produit naturellement sur Terre en grande quantité, mais qui pouvait aussi être produite ailleurs, d'une manière ou d'une autre, par des processus n'ayant absolument rien à voir avec la biologie. C'est dans ce contexte scientifique que l'annonce de Madhusudan en avril 2025 a été faite. Quelques semaines après la publication du nouvel article sur K218b, des équipes indépendantes d'astronomes du monde entier ont commencé à faire ce que les communautés scientifiques sont censées faire lorsqu'une affirmation extraordinaire est faite. Ils ont commencé à reproduire l'analyse. Ils ont téléchargé les mêmes données JWST que celles utilisées par l'équipe de Cambridge. Ils l'ont traitée avec leur propre chaîne de traitement des données, la chaîne d'étapes de calcul qui convertit les données brutes du télescope en spectres,
utilisée pour l'identification chimique. Ils ont appliqué leur propre méthode statistique. Ils ont recherché les mêmes caractéristiques du sulfure de diméthyle. Leurs conclusions n'étaient pas cohérentes. En mai 2025, un article dirigé par Raphaël Luc de l'Université de Chicago, menant une analyse conjointe des 3 instruments JWST, NIUS, NIRSPEC et MIRI, a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves de la présence de sulfure de diméthyle ou de duulfure de diméthyle dans l'atmosphère de K218b. Leur analyse suggérait que les caractéristiques spectrales que l'équipe de Cambridge avait identifiées comme étant du DMS pouvaient tout aussi bien s'expliquer par d'autres interprétations moléculaires ou par des effets instrumentaux que l'analyse originale n'avait pas pleinement pris en compte. En juillet 2025, une autre équipe de la NASA a téléchargé une réanalyse plus complète sur le serveur de prépublication archivé. Leurs conclusions étaient encore plus inquiétantes. Non seulement ils n'ont trouvé aucune preuve concluante de la présence de sulfure de diméthyle, mais ils n'ont pas non plus réussi à reproduire des détections fiables de dioxyde de carbone. Certaines des molécules même qui avaient initialement fondé l'interprétation du monde de Eisen sont devenues, après un examen plus approfondi, statistiquement incertaines. L'argument de Eisen reposait sur la présence simultanée de méthane et de dioxyde de carbone et l'absence d'ammoniac. Si la détection du dioxyde de carbone elle-même était fragile, alors la chimie qui avait été utilisée pour identifier K218b comme un monde de Eisen dès le départ reposait sur des bases plus fragiles que ne le suggérait l'article original. En août 2025, une équipe appliquant ce que l'astrobiologie appelle le cadre des normes de preuve aux détections de K218b est parvenue à une conclusion à la fois technique et accablante. Ils ont découvert que ce qui perturbait réellement les données infrarouges moyennes était ce qu'on appelait le bruit rouge. Le bruit rouge correspond à une variation aléatoire corrélée dans les données de mesure. Le genre de bruit qui produit des signaux apparents qui semblent réels au premier abord, mais qui disparaissent lorsqu'on examine les données plus attentivement. L'article concluait que les caractéristiques spectrales identifiées par l'équipe de Cambridge étaient très sensibles à des erreurs systématiques instrumentales non résolues. En termes plus simples, c'est peut-être l'instrument lui-même, et non la planète qui a généré le signal. La lumière enregistrée par le JWST lors des transits de K218b a été traitée par une chaîne de détecteurs, de routines d'étalonnage et de modèles statistiques. À un moment donné de cette chaîne, des signaux parasites ressemblant à la signature chimique du sulfure de diméthyle ont pu s'insérer. Et la question de savoir si le signal était une propriété de la planète ou du télescope restait, à l'automne 2025, véritablement sans réponse. En plus de tout cela, l'affirmation fondamentale selon laquelle K218b était en réalité un monde supérieur dès le départ était remise en question par une ligne de recherche entièrement distincte. En 2024, une équipe dirigée par Nicholas Wogan de la NASA a publié une étude affirmant que la chimie atmosphérique observée sur K218b était, dans certaines interprétations, plus cohérente avec une sous-Neptune chaude et riche en gaz, sans aucun océan de surface. Le méthane et le dioxyde de carbone pourraient être produits uniquement par la chimie atmosphérique, sans nécessité d'eau liquide en dessous. À peu près à la même époque, l'équipe d'Oliver Short à Cambridge avait avancé l'hypothèse que la planète pourrait avoir un océan de magma au lieu d'un océan d'eau, auquel cas la chimie produirait bon nombre des mêmes signatures observées sans aucune intervention biologique et sans aucune trace de eau liquide. Dans un article distinct, des collègues de SCAN avaient souligné que si le sulfure de diméthyle était réellement produit par une activité biologique dans les quantités nécessaires pour être détectable sur Terre, la biologie devrait également produire de l'éthane en quantité détectable. JWST n'avait pas détecté d'éthane. L'absence d'éthane constituait en elle-même un argument contre l'interprétation biologique. À l'automne 2025, la situation était devenue extraordinairement compliquée. La détection du sulfure de diméthyle a été contestée. L'interprétation de K218b comme un monde supérieur a été contestée. L'hypothèse même selon laquelle le sulfure de diméthyle est produit de manière fiable uniquement par le vivant a été contestée. 3 des piliers de l'annonce initiale d'avril étaient devenus chacun indépendamment incertains. Et la question que le public avait été invité à se poser 7 mois plus tôt
à savoir si nous avions détecté la première signature de vie extraterrestre, était devenu presque impossible à répondre avec certitude. Nikou Madhusudin et son équipe n'ont pas rétracté leurs conclusions. Ils ont réagi aux critiques, comme on s'y attend de la part de scientifiques. Ils ont reconnu que leur détection était provisoire. Ils ont reconnu que des observations supplémentaires étaient nécessaires. Ils ont reconnu que d'autres interprétations étaient possibles. Mais ils ont maintenu lors d'entretiens et dans des publications ultérieures que l'interprétation biologique restait l'explication la plus simple disponible pour les données qu'ils avaient recueillies. Ils ont fait valoir que les détections abiotiques de sulfure de diméthyle dans les comètes et dans l'espace interstellaire étaient intéressantes, mais ne démontraient pas en elles-mêmes que la molécule pouvait être produite en quantité suffisante pour imiter une biosignature dans l'atmosphère d'une planète. Ils ont fait valoir que les autres interprétations de l'atmosphère de K218b nécessitaient des conditions chimiques, elles-mêmes, difficiles à justifier. Et surtout, ils ont fait valoir que la seule façon de résoudre une question était de disposer de plus de données, de plus d'observations, de plus de temps, pointés vers la planète par le télescope le plus puissant jamais construit par l'humanité. Cet argument était, d'un point de vue scientifique, parfaitement raisonnable. C'était aussi, en termes pratiques, la position qui vient naturellement à une équipe qui a formulé une affirmation majeure et qui voit maintenant les preuves de cette affirmation remises en question de toutes parts. L'histoire de l'astronomie est jalonnée de détections qui se sont avérées réelles et qui avaient initialement été rejetées par la communauté scientifique. L'histoire de l'astronomie est également jalonnée de détections qui se sont avérées erronées et qui ont été défendues au-delà de toute utilité par les équipes qui les avaient réalisées. De l'extérieur, tant que le débat est encore d'actualité, il peut être très difficile de déterminer de quel type de détection il s'agit. Ce qui est clair, c'est ceci. 18 mois après l'annonce la plus soigneusement préparée, la plus soigneusement formulée et la plus minutieusement examinée d'une possible biosignature dans l'histoire de l'humanité, nous sommes incapables de dire si ce qui a été découvert était réel. Les données sont réelles, les instruments sont réels, la méthodologie est réelle, les équipes qui analysent les données sont bien réelles, et ils font un travail rigoureux et minutieux. Mais cette interprétation est contestée à tous les niveaux. Et cette contestation oppose des groupes de scientifiques qui parviennent tous à des conclusions différentes à partir des mêmes observations de base. La communauté ne s'est pas constituée. Elle s'est fracturée. Et elle s'est fracturée selon des lignes qui ne sont peut-être pas résolubles avec les observations que nous savons actuellement effectuer. Il y a un autre détail qui mérite d'être examiné. Au cours des 18 mois qui se sont écoulés entre la première détection provisoire en 2023 et la détection contestée dans l'infrarouge moyen en 2025, les normes relatives aux preuves de biosignature au sein de la communauté d'astrobiologie ont évolué. Ils sont devenus plus exigeants, ils sont devenus plus sceptiques. De nombreux articles ont été publiés suggérant que les cadres existants pour confirmer l'existence de vie sur une autre planète sont insuffisants et que de nouvelles normes plus rigoureuses sont nécessaires. Le débat autour du K218b a en partie motivé ce changement. La question de savoir à quel point les preuves doivent être solides avant que nous soyons prêts à affirmer avoir détecté la vie sur une autre planète est une question qui n'avait pas de réponse claire avant K218b et qui n'en a toujours pas. La barre a été placée plus haut, mais jusqu'à quel point elle a été placée plus haut et ce qu'il faudrait pour la franchir reste une question scientifique ouverte, ce qui soulève la possibilité la plus inconfortable de toutes. Et si le seuil était si élevé que même une preuve authentique de vie ne pourrait jamais le franchir? Et si la détection de biosignature, sous sa forme actuelle, était fondamentalement incapable d'apporter une réponse définitive à la question de savoir si nous sommes seuls? Et si la façon dont nous avons conçu nos télescopes, dont nous avons choisi nos cibles, dont nous avons sélectionné nos biosignatures candidates, était enfermée dans une impossibilité structurelle, capable de trouver des indices suggestifs, mais jamais capable de trouver des preuves si univoques qu'aucune autre explication ne soit possible? Et si la question de l'existence de la vie au-delà de la Terre avait des réponses que nous ne sommes pas encore en mesure de reconnaître? K218b pourrait finalement s'avérer être une planète sans vie, ou bien une planète abritant la vie,
Mais nous ne pourrons jamais le confirmer avec les outils dont nous disposons. Les deux résultats sont possibles. Aucune des deux options n'est exclue. Et l'asymétrie entre ces deux issues est le problème central que toute cette saga a révélé, car il n'existe aucune version de l'histoire dans laquelle la non-détection puisse constituer une réponse définitive. Il n'y a que cette planète située à 120 années-lumière qui continue d'orbiter autour de son étoile naine rouge, qui continue de traverser son disque stellaire tous les 33 jours, qui continue de nous envoyer de la lumière filtrée par l'atmosphère qu'elle possède. Et nous sommes là, à l'autre bout de cette lumière, tenant le télescope le plus puissant jamais construit, observant des données sur lesquelles nous ne sommes pas tout à fait d'accord, essayant de répondre à une question qui au final pourrait bien être insoluble, telle que nous l'avons posée. Voici un résumé honnête de la situation dans l'affaire K2-18b au moment de cet enregistrement. Nous avons détecté une biosignature potentielle dans l'atmosphère d'une planète située à 120 années-lumière de la Terre. Nous n'avons pas confirmé cette détection. Nous ne l'avons pas réfutée. Plusieurs équipes indépendantes de scientifiques, analysant les mêmes données avec des méthodes rigoureuses, sont parvenues à des conclusions différentes, et ces conclusions n'ont pas convergé. Le télescope spatial James Webb continue d'observer K218b. D'autres transits seront enregistrés. Davantage de spectres seront réduits. D'autres articles seront publiés dans les mois et les années à venir. Certains de ces articles viendront étayer l'hypothèse d'une interprétation biologique. D'autres l'affaibliront. Et il est tout à fait possible, voire probable, que la question de la présence ou non de sulfure de diméthyle dans l'atmosphère de K218b et de son origine, le cas échéant, reste dans cet état d'incertitude contesté pour le restant de nos jours. C'est cette partie de l'histoire qui est difficile à accepter. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers était une question à laquelle nous ne pouvions pas répondre car nous ne disposions pas des outils nécessaires pour l'étudier. L'univers était trop vaste. Les distances étaient trop vastes. Les instruments étaient trop rudimentaires. Quoi qu'il y ait eu là-bas, si quelque chose existait, c'était tout simplement hors de portée. La question est restée telle qu'elle pendant des milliers d'années. Et puis, lentement, sur l'échelle d'une vie humaine, la situation a changé. Nous avons inventé des télescopes capables de détecter des planètes autour d'autres étoiles. Nous avons construit des spectrographes capables d'identifier les molécules présentes dans l'atmosphère de ces planètes. Nous avons lancé l'instrument scientifique le plus coûteux et le plus complexe jamais construit, un miroir de 6,5 mètres, vers le deuxième point d'alignement du Soleil et de la Terre, où il fonctionne désormais dans le froid de l'espace profond, à l'écoute des plus faibles lumières provenant de mondes que nous ne visiterons jamais. Nous sommes arrivés au moment de l'histoire cosmique où la question de savoir si nous sommes seuls pourrait en principe trouver une réponse. Nous avons la technologie, nous avons les instruments, nous disposons en un sens des données. Et ce que ces données ont révélé, c'est quelque chose auquel aucun d'entre nous n'était vraiment préparé. Il s'avère que cette question n'a peut-être tout simplement pas de réponse claire. Non pas parce que l'univers est vide, non pas parce que la vie est rare, mais parce que la manière dont nous devons poser la question, à 120 années-lumière de distance, en observant la lumière filtrée par une atmosphère que nous ne pourrons jamais analyser directement, ne permettra peut-être pas de produire le type de preuve, sans ambiguïté, qui nous permettrait d'affirmer avec certitude que quelque chose est vivant là-bas. K218b est la première étude de cas relative à ce problème. Ce ne sera pas la dernière fois. En 2027, le télescope géant du Chili devrait enregistrer sa première lumière. Son miroir primaire aura un diamètre de 39 mèmes, soit près de 6 fois celui des JWST. Il sera capable d'obtenir des spectres atmosphériques d'exoplanètes avec un niveau de détail qu'aucun instrument actuellement en service ne peut égaler. Dans les années 2030, la mission Plateau de l'Agence spatiale européenne recensera des milliers de nouvelles planètes candidates, élargissant ainsi la liste des cibles potentielles. Et dans les années 2040, la NASA espère lancer l'Observatoire des mondes habitables, un télescope spatial phare conçu spécifiquement pour imager directement des planètes semblables à la Terre et rechercher dans leurs atmosphères les signatures chimiques de la vie. Chacun de ces instruments améliorera notre capacité à détecter les biosignatures. Chacun d'eux produira des données plus sensibles, plus détaillées et plus précises
que celles que le JWST est capable de produire actuellement. Mais aucune d'entre elles ne modifiera fondamentalement la structure du problème. Car le problème n'est finalement pas une question de sensibilité. Il s'agit d'interprétation. Même avec des données parfaites, même avec un spectre si détaillé et mesuré, avec une telle précision que chaque molécule de l'atmosphère d'une planète pourrait être identifiée au niveau des parties par milliards, la question de la signification de ces molécules resterait posée. Le méthane est-il d'origine biologique ou géologique? L'oxygène est-il produit par la photosynthèse ou par la décomposition de l'eau par les ultraviolets? Le sulfure de diméthyle est-il une signature de la vie ou le produit d'un processus chimique se déroulant sur des mondes riches en hydrogène que nous n'avons pas encore identifiés? En principe, toute biosignature candidate peut être produite de manière abiotique par un processus quelconque, dans certaines conditions quelque part dans l'univers. Et le seul moyen d'éliminer définitivement ces possibilités serait de se rendre sur la planète pour prélever directement des échantillons de son atmosphère afin d'y rechercher la vie elle-même. Ce que l'humanité ne pourra pas faire dans un avenir prévisible à une distance de 120 années-lumière. K218b est si éloigné que même en voyageant à la vitesse de la lumière, un signal envoyé de la Terre demain n'y parviendrait pas avant 2146. Un message aller-retour prendrait plus de temps que la période entre l'invention de l'avion et aujourd'hui. Telle est la réalité structurelle de la quête de la vie. Nous pouvons collecter la lumière provenant de mondes lointains. Nous pouvons identifier des molécules grâce à cette lumière. Nous pouvons raisonner avec soin sur ce qu'impliquent ces molécules. Mais il existe un décalage entre les données et la conclusion. Et cet écart ne pourra peut-être jamais être totalement comblé à distance. Réfléchissez à ce que cela signifie. Cela signifie que la présence de vie a peut-être déjà été détectée. Il a peut-être été détecté sur K218b. Il se peut qu'il ait été détecté sur une autre planète dont nous n'avons pas encore examiné les données en détail. Les preuves se trouvaient peut-être déjà sur des disques durs à la NASA, à l'ESA, à Cambridge, dans des archives attendant que quelqu'un les remarque, et nous ne le saurons peut-être jamais. Il se peut que, d'une certaine manière, nous ayons déjà franchi le seuil de la confirmation que nous ne sommes pas seuls, tout en restant incapables, en raison des limites de l'observation à distance, de savoir avec certitude que nous l'avons franchi. C'est une situation étrange. Elle permet également de reformuler l'une des plus anciennes énigmes de l'astrobiologie. Le paradoxe de Fermi est la célèbre observation selon laquelle, compte tenu de l'âge et de la taille de l'univers, nous devrions nous attendre à voir des signes de vie intelligente partout où nous regardons. Nous ne le faisons pas. Ce silence a été interprété pendant la majeure partie des 70 dernières années comme la preuve que quelque chose clochait dans le modèle établi, soit parce que la vie intelligente est beaucoup plus rare qu'on ne le pensait, soit parce que les civilisations sont éphémères, soit parce que quelque chose les empêche de se répandre. Mais K218b suggère une autre réponse possible. Et si le silence n'était pas l'absence de vie? Et si le problème venait de l'incapacité de nos instruments à reconnaître la vie lorsqu'ils la détectent? Et si l'univers regorgeait de mondes habités dont les biosignatures nous parviennent en ce moment même, intégrés à la lumière d'étoiles lointaines, mais encodés dans des schémas chimiques que nos méthodes de détection actuelles ne peuvent distinguer d'alternatives non biologiques? Et si nous étions entourés de vie sans pouvoir en confirmer la moindre chose? Il n'existe aucune version de l'histoire du K218b qui ne soulève pas cette possibilité. Même si K218b s'avère finalement être un monde sans vie, le problème structurel que cette affaire a révélé ne disparaît pas. Chaque détection future sera confrontée à la même ambiguïté. Chaque signature biologique revendiquée sera réanalysée par des équipes indépendantes. Chaque interprétation sera contestée et nous resterons dans la position que nous occupons actuellement, observant l'univers, y décelant des schémas, soupçonnant une signification et incapable au final de savoir avec certitude ce que ces schémas signifient. Nous sommes seuls avec nos données. La question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers ne trouvera pas de réponse comme nous l'avions imaginé. Il n'y aura probablement jamais de moment définitif où un scientifique annoncera lors d'une conférence de presse, suivie par des milliards de personnes, que la vie a été confirmée sur une autre planète et que la question sera définitivement tranchée. Il peut en revanche y avoir une longue et lente accumulation d'indices suggestifs, d'allusions,
d'anomalies, de schémas statistiques dont la fiabilité s'améliore sans jamais atteindre le seuil de la certitude. Nous pourrions passer le reste de notre vie dans l'état où K2-18b nous a plongés, à soupçonner que nous ne sommes pas seuls, d'avoir vu des preuves qui vont dans ce sens et de ne pas pouvoir savoir avec certitude ce que nous avons vu. C'est en soi une réponse, pas une version propre, pas celle que nous avions demandée, mais une version honnête. L'univers n'est pas obligé de nous fournir le type de preuves que nous souhaitons. Elle nous fournit les preuves disponibles sous la forme disponible et à la résolution disponible. Et notre travail, à 120 années-lumière de distance, est de faire de notre mieux avec ce que nous avons. Analyser les données avec soin, envisager honnêtement les alternatives, résister à la tentation de surestimer et à celle de rejeter trop vite, vivre dans l'incertitude. Ce soir, quelque part dans la constellation du Lion, K218b transite devant son étoile. La lumière émise par K218 traverse son atmosphère, capte la signature des molécules qui s'y trouvent et entame son voyage de 120 ans vers la Terre. Une partie de cette lumière nous parvient en ce moment même, s'enregistrant dans les détecteurs du télescope spatial James Webb et rejoignant les archives de données que les chercheurs du monde entier continueront d'analyser pendant la prochaine décennie et au-delà. La lumière est réelle. Les molécules éclairées par cette lumière sont réelles. Quel que soit l'élément qui a produit ces molécules, qu'il s'agisse de la vie, de la géologie ou d'un processus chimique que nous ne comprenons pas encore, cela est également réel. Nous connaissons peut-être déjà la réponse à la question de savoir si nous sommes seuls. Il se peut tout simplement que nous ne puissions jamais le prouver.